Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 14 juillet, 10 ans, jour pour jour après l'attentat meurtrier de Nice. Hommage et recueillement. La cérémonie débute à l'instant, mais aussi des questions restent sans réponse pour les proches des victimes que vous entendrez. En France, ce 14 juillet est aussi marqué par la première demi-finale du mondial de foot. France-Espagne dans 3 heures. Nous sommes à Dallas. Ebola, la maladie gagne du terrain, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Et puis enfin, Macky Sall souhaite diriger les Nations Unies. L'ex-président sénégalais veut obtenir le soutien de l'actuel président sénégalais. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. 86 faisceaux lumineux. Imaginez 86 projecteurs qui vont éclairer ce soir le ciel de Nice en hommage aux 86 morts de l'attentat sur la promenade des Anglais. C'était il y a 10 ans. Emmanuel Macron est attendu à Nice pour présider cette cérémonie du souvenir en présence des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. 10 ans après cet attentat, la douleur est toujours très vive pour les proches des victimes. Au-delà de la perte d'un proche, des zones d'ombre subsistent. Des questions restent sans réponse, notamment concernant le dispositif de sécurité mis en place le soir du 14 juillet 2016. Célia Vial, ancienne coprésidente de l'association La Promenade des Anges, a perdu sa maman dans le drame. La grosse zone d'ombre, c'est le dispositif de sécurité. On ne l'a toujours pas, on ne le comprend toujours pas, on ne sait pas qui était où, avec quel matériel, quel équipement. Qui est sorti à quel moment du poste, qui c'est à quel endroit, à rien. On sait, le seul qu'on sait, c'est la municipalité, la police municipale, et la mission, c'était de la circulation, de la gestion de la circulation. C'était à aucun moment la sécurisation en elle-même. Lors du procès en 2022, aucune conclusion n'a été rendue sur ce dispositif de sécurité le soir du drame. Autre point que soulève Célia Vial, comment se fait-il que le tueur n'ait pas été repéré plus tôt ? Oui, on peut en effet, grâce à ces vidéosurveillances, constater que un 19 tonnes s'est introduit pendant 3 jours d'affilée, tous les jours, à plusieurs reprises, sur la promenade des Anglais, interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Là, il a donc fait des essais de passer sous les pergolas, et il a fait un demi-tour sur le trottoir, Le 14 juillet 2016 à Nice, 86 personnes perdaient la vie, 458 autres étaient blessées, des milliers restent profondément traumatisés. Des propos recueillis par Elisa Amourette. L'autre grand titre de cette édition, c'est un match de football entre la France et l'Espagne. Ce soir, 21h, heure de Paris, première demi-finale de la Coupe du Monde entre 2 équipes qui figurent dans le trio de tête du classement mondial. Rencontre au sommet, ternie, salie par des propos racistes. Une élue paraguayenne qui insulte Kylian Mbappé et plus récemment, l'ancien Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, juge que la sélection française ne compte, je cite, aucun joueur français, sous-entendu trop de joueurs d'origine étrangère. Déclaration consternante, affligeante et condamnée par l'ensemble des supporters de l'équipe d'Espagne rencontrés hier à Dallas par Vincent Souriau. On le rencontre devant l'hôtel de la sélection espagnole dans le centre de Dallas. Assister à des matchs de Coupe du Monde, c'était un rêve de gosse pour David Gallardo et il ne supporte pas que la xénophobie d'un responsable politique vienne polluer le tournoi. Peu importe, c'est la couleur de la peau, les croyances religieuses, que ce soit un homme ou une femme, je m'en fiche. Le racisme doit rester en dehors du football et de la vie en général. Ces déclarations sont insupportables, surtout venant d'un ancien dirigeant espagnol. Et encore plus quand je vois à quel point, en tant qu'Espagnol dans un pays étranger, je suis reçu ici de manière exceptionnelle.
Après l'épisode de l'élu paraguayenne, que le 11 tricolore soit de nouveau pris pour cible. Juan, un supporter espagnol installé à Miami depuis une vingtaine d'années, y voit le dérapage d'un ancien Premier ministre en roue libre qui cherche à se faire de la publicité. Il l'a sans doute fait de manière à ternir l'image de la France, mais l'équipe de France est une grande équipe dans tous les compartiments du jeu et ils peuvent en être fiers. Je ne sais pas pourquoi il s'est permis ce genre de commentaires, peut-être pour faire vendre du papier. J'ai suivi les réactions des joueurs espagnols, tout le monde est sur la même ligne, personne ne comprend et personne ne soutient ses propos. Personne ne sera d'accord avec lui, ça n'a juste aucun sens. La meilleure réponse à tout ça, disent-ils, se concentrer sur le sport, car d'après eux, ce match France-Espagne s'annonce comme l'un des plus beaux de ces 30 dernières années. Vincent Souriau, Cyril Etienne, Dallas RFI. 18h05 à Paris, pendant que Volodymyr Zelensky défend l'Ukraine et l'Europe dans la capitale française. Le président ukrainien était invité ce matin à la cérémonie du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Eh bien, il y a du changement à la tête de son gouvernement en Ukraine. La première ministre, Yulia Sviridenko, a officiellement démissionné. Elle a quitté ses fonctions de chef du gouvernement. Alors l'annonce avait été faite dimanche dernier par Volodymyr Zelensky et aujourd'hui, la résolution, le texte qui approuve sa démission a été adopté par le Parlement ukrainien et à cette heure-ci, on ne connaît pas le nom de la personne qui devrait la remplacer. En Iran, des explosions viennent d'être entendues sur l'île iranienne de Kemch, près du détroit d'Ormuz. C'est ce que rapporte l'agence de presse iranienne, et ce, en pleine reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, où le détroit d'Ormuz reste au cœur du conflit entre les deux pays. Des échanges de frappes entre Iran et États-Unis se poursuivent. Des tankers continuent de subir des attaques iraniennes dans le détroit. Et afin d'accentuer la pression sur l'Iran, le président américain a annoncé le rétablissement du blocus naval des ports iraniens. Alors pour analyser toutes ces annonces, Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur et spécialiste du Moyen-Orient, était l'invité à la mi-journée des RFI. On a l'impression, en fait, depuis un mois, voire plus, d'assister à une forme de bataille rangée autour d'une garde partagée pour des enfants qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Je rappelle quand même que le détroit d'Ormuz est en eau internationale et selon l'Organisation maritime internationale, qui n'a eu de cesse de le rappeler depuis février, il n'appartient strictement à personne. Or, vous vous retrouvez dans une situation aujourd'hui où les Iraniens, parce qu'ils ont effectivement des frontières extrêmement importantes sur le détroit, ce que n'a pas fait Oman par exemple, et les États-Unis revendiquent quelque part une forme de mainmise sur ce détroit qui s'inscrit dans une logique globale, évidemment, de contrôle des canaux de circulation énergétique et marchand dans le monde. Donc on est véritablement dans un rapport de force qui n'a pas beaucoup de sens, avec les uns et les autres qui se renvoient des arguments qui ne vont, à mon avis, pas durer très très longtemps, mais qui sont évidemment extrêmement problématiques pour la circulation mondiale. Propos recueillis par Paul Loncin-Spinelli. Et puis enfin, Macky Sall de retour à Dakar. L'ex-président du Sénégal va revenir sur ses terres pour la première fois depuis qu'il a quitté le pouvoir. Une visite de quelques heures à peine pour rencontrer l'actuel président afin d'obtenir son soutien, le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Léa-Lisa Vesterov. Oui, et Macky Sall le précise bien, c'est dans le cadre des consultations et des visites en lien avec sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU qu'il se rendra à Dakar ce vendredi. Un seul rendez-vous à son agenda, un entretien avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. La visite durera 3 heures à peine, avec une arrivée prévue à 15 heures par vol spécial à l'ancien aéroport de Dakar à Yoff et un départ programmé à 18 heures selon plusieurs membres du parti de Macky Sall. L'objectif, essayer de décrocher le soutien officiel de son pays alors que le Sénégal a jusqu'à présent gardé le silence sur cette question, voire s'est démarqué de la démarche. Souvenez-vous, fin mars, Macky Sall avait échoué à obtenir le soutien de l'Union africaine à sa candidature à la tête de l'ONU, car 20 pays, dont le Sénégal, y avaient opposé leur veto. Dans une note, Dakar précisait alors n'avoir ni soutenu ni initié la candidature de Macky Sall et ne pas y avoir été associé. Cette rencontre entre Macky Sall et son successeur, le président Diomaye, c'est donc tout un symbole, voire un revirement diplomatique, quand on sait que les relations entre l'ex-tandem Diomaye Sonko et Macky Sall ont été plutôt froides ces 2 dernières années, entachées par le dossier dit de la dette cachée et les
les vagues de répression contre les militants de l'opposition sous la présidence Macky Sall qui ont fait au moins 65 morts. Un journal qui se referme à Dakar où il est 16h10.